Bonjour et bienvenue dans les rubriques de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, une fois de plus, toute particulière, puisque on a décidé avec mon cher Dramout, mon confrère et co-créateur avec Spider-Man de la rubrique Geek, de vous proposer une petite vidéo. Alors ce sera pas un live, mais ça va être pour nous en tout cas un format live en une prise pour vous parler de notre ressenti concernant notre lecture commune, puisque nous avons eu le cœur qui a énormément palpité à la lecture de Dawn of X, disponible chez Panini Comics. Pour l'instant, il y en a 4 qui sont sortis. Ouais. Et donc, du coup, pour vous faire un petit déroulé de cette émission, on va vous parler des différentes séries qui sont à l'intérieur de ces fascicules, vous donner à chaque fois, pour chaque série, notre avis, notre ressenti. On terminera avec un avis global pour Dramout et moi. Ensuite, on se claquera 2 bises et on ira manger. Et voilà, pas plus. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Une fois de plus, une émission à la cool, mais là pour le coup, je ne suis pas tout seul. Et on s'est chauffé en quelques heures, Ouais, c'est ça. hein, clairement. Ce En, matin, en appel téléphonique de 5 minutes. voilà. Je t'ai envoyé un message et je t'ai dit, je crois que j'ai une idée. Tu m'as dit, allez, vas-y, banco, gros, on est chaud. Ah oui. Et nous voilà. Alors le premier titre dont on va parler ce soir, on les a classés par ordre de préférence. On va partir de celui qui nous a le plus laissé de marbre, on peut le dire. Ouais. Et ensuite, on va finir avec la quintessence, la substantifique moelle de Dawn of X. Et on va commencer avec Fallen Angels. Et donc si je te dis pas de bêtises, Fallen Angels, au scénario c'est, alors j'ai mes notes parce que il y a beaucoup de gens que je connaissais pas forcément. Au scénario c'est Brian Edwards Hill et au dessin c'est Kudransky. C'est ça. Kudransky que je connais mais je saurais pas te dire où c'est que je l'ai vu. Mais Kudransky ça me dit quelque chose. En revanche, Brian Edwards Hill pas du tout. Est-ce que tu peux nous faire le pitch de... Alors déjà, est-ce que tu peux nous faire le pitch de Dawn of X? C'est ça qui est compliqué déjà de pitcher. Alors, Dawn of X, on est dans la période après Oxbox. Donc, les deux mini-séries qui servent de prologue qui avaient été mises en place par Hickman, qui remontent il y a un peu plus d'un an, vu que c'était été 2019. Et à la Ouais. fin En VO ou en VF? En VO, en hein. VO, en VO, ouais. Donc, en VF, c'est sorti de façon, c'est sorti cet été aussi. Hmm. Et, euh, et du coup, à la fin de Oxbox, Hickman a relancé l'univers des X-Men et a relancé l'univers des X-Men sur 6 séries au départ. Donc les 6 séries qu'on va présenter, on va pas toutes les nommer pour les découvrir au fur et à mesure. Et avec un plan global. Donc il y a des séries qui portent un peu plus sur l'univers magique d'X-Men, des séries qui portent un peu plus sur sur la force spéciale, il y a la série X-Men, etc. Et du coup, le plan de Hickman, pardon, s'articule autour de ces 6 séries. Et les 6 séries sont sorties dans les 4 fascicules de Dawn of X, il y en a 2 par mois. Et donc, en fait, dans chaque fascicule de Dawn of X pour le moment, parce qu'après, à partir du 7e, ça va changer, il y a un numéro de chaque série. Donc, dans le Dawn of X1, il y a le numéro 1 des 6 séries. Dans Dawn of X2, il y a le numéro 2 des 6 séries. Le 3 et ainsi de suite, jusqu'au 6. Et le 7 là, sera un tout petit peu changé parce qu'il y avait eu le lancement d'une deuxième vague de séries avec notamment Wolverine, etc. Et des Donc, séries qui s'arrêtent. ouais. Donc, il y a une série, il y a une série qui s'arrête. Et c'est la série dont on va parler tout de suite. Et pourquoi elle s'est arrêtée? Parce que c'est nul. Voilà, et on passe à la série suivante. Non, mais en fait, non. Non. Enfin, Donc, donc Fallen Vas-y. Angels de Hill et Kudransky. En fait, dans Fallen Angels, on suit Psylocke, Ouais. qui a eu une sorte de rêve d'un nouveau méchant qui s'appelle Apos, je sais pas comment ça se dit, et qui va partir pour tuer Apos avec Cable et X-23. C'est ça. Et en fait, il va aussi y avoir tout un truc de, comment dire, de réseau un peu d'une nouvelle drogue, un truc comme ça. Et voilà. Le synopsis, c'est ça.
Le synopsis, c'est Psylocke qui a rêvé de la pause et qui s'est dit c'est un nouveau méchant, faut aller le tuer. Et ouais, et tout ça sous la bienveillance de Mister Sinistre. C'est ça. Et que Mister Sinistre qui a dit oh, dis donc, c'est un peu fou quand même d'y aller comme ça sur un coup de tête. Moi, je suis pas trop pour que tu y ailles, mais bon, ça, c'est ce que je te dis pour qu'en fait, que tu puisses quand même y aller, quoi. Voilà. C'est vraiment ça, quoi. Alors Mais moi, c'est. personnellement, le premier épisode, j'avais dit, enfin, on a tous les deux entendu énormément de mal de Fallen Angels. On n'en dira pas du bien ce soir. On va, hein, soyez tranquille là-dessus, ça devrait bien se passer. Mais moi, en toute honnêteté, le premier épisode, je te l'avais dit parce que on s'envoyait des messages à chaque épisode, hein, quasiment. Et je t'avais dit, ouais, Fallen Angels, le premier épisode, tiens, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Et dès le deuxième épisode, tiens, ce sera non finalement. Hein, en fait, c'est très bizarre, c'est très noir. Et pourquoi pas, tu vois, le fait d'avoir une ambiance un peu noire comme ça, je trouve que c'est plutôt cool, avec une espèce d'équipée un petit peu secrète qui va agir sans forcément l'autorisation de tout le monde sur Krakoa, si j'ai bien pigé le truc, pour aller démonter un mec. Mais je trouve que c'est mal raconté. Je m'en fous, j'ai aucun intérêt là-dedans. C'est bizarre, les personnages, je suis pas du tout, je suis pas du tout investi dans cette lecture. Et Fallen Angels, ouais, enfin, non, c'est nul, quoi. Ouais, et puis en fait, je trouve que c'est pas clair. Ça veut dire que moi, quand il y a le premier épisode, on se dit ça peut être ouais, il y a un côté peut-être un peu sympa, on voit Psylocke. Il y a un côté très sombre, les dessins sont très sombres, mais je trouve que les dessins sont pas forcément mauvais. Non. Euh, mais et puis moi je trouve que enfin on voit X23 et X23 avec un discours qu'elle veut un peu se démarquer de Wolverine, qu'elle veut en être un peu qu'elle veut être en gros elle veut être Laura, elle veut pas être Wolverine bis, etc. Donc le premier épisode est un côté un peu prometteur. Mm. Et puis après je bite que dalle. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce qui se passe après parce que c'est brouillon, c'est pas bien, c'est pas bien, je trouve que pardon, c'est pas bien expliqué. C'est parce que c'est beaucoup trop brouillon. Ça répète certaines actions, ça répète certaines scènes qui apportent rien, notamment certaines scènes de dialogue entre Psylocke et X23. Et en même temps, il y a une sorte enfin, c'est pas un monde parallèle, mais il y a un peu des histoires en parallèle qui sont dans la tête, mais qui sont pas dans la tête, parce qu'en fait, c'est juste des pensées, mais en fait, elle les partage avec elle, etc. Et du coup, moi, j'ai pas trop bité tout ce qui se passait, et du coup, ça coupe tout. Et C'est puis, mal fait, en fait. ça a pas tellement d'intérêt dans le monde mutant, dans le délire de Krakoa, la nation mutante. Moi, je crois que c'est à partir du... je crois que c'est à la fin du 3 que j'ai dit ouais, je vais les survoler, ces épisodes. Hum. Je vais regarder les dessins, regarder vite fait, mais j'ai arrêté de lire. Franchement, c'était douloureux et pas du tout intéressant. D'autant que, donc, on peut le dire, c'est une série qui s'arrête au 6. Hum. Hein, parce que fort de ce succès incroyable, Fallen Angels a été arrêté. Et donc, c'est remplacé ensuite par Cable et Wolverine, c'est ça? Il y a ouais, dans la deuxième vague, il y a Aliens, Mhm. Cable et Wolverine. Mais, je comprends mieux pourquoi ça s'est stoppé. En fait, je comprends mieux pourquoi ça s'est Mhm. stoppé et pourquoi ça n'a pas marché. Parce que le premier numéro, il peut être un peu prometteur, mais à partir du deuxième, il y a beaucoup trop de lacunes. Et comme tu dis, moi, je comprends pas dans quoi ça s'inscrit dans tout l'univers de Hickman. Mhm. Parce que je pense qu'on en parlera à la fin, quand on aura fait vraiment tout le tour. Mais certaines séries, enfin, toutes les séries ont quand même un lien avec l'univers un peu de Hickman et on voit à peu près à quoi elle se rattache, quel est un peu le but ou quelle est l'envie d'Hickman. Et celle-ci, c'est vraiment celle où je ne comprends pas dans quoi il veut s'installer. Parce que Ça tombe à côté. ouais, ça tombe à côté, c'est des personnages qui sont, pourtant X23 qui est quand même intéressante, hein, c'est des personnages dont se bat un peu les couilles et qui sont mal utilisés. Et autant, on va revenir tout à l'heure sur d'autres séries, il y a des personnages dont on se bat les couilles mais qui sont bien utilisés et qui donnent envie. Et du coup, on Autant s'en bat là, plus les couilles. voilà, autant là, Bah, je je sais pas. suis Je pense dans qu'il le voulait. feu.
il voulait explorer, tu vois, le délire avec Mister Sinistre, parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est de voir donc Krakoa à tout tata, merde, comment on appelle ça déjà, là, automne, printemps, enfin un cercle un gouvernement, Le conseil le secret. conseil. Et donc, chaque série peut être éventuellement l'occasion de voir des membres du conseil, comment ils s'inscrivent dans la logique de Krakoa et qu'est-ce qu'ils peuvent faire éventuellement à côté. Et je pense que c'était peut-être ça aussi le délire avec Mister Sinistre et avec, du coup, les gens qui l'envoyaient un peu à la bagarre, mais loupé, quoi, loupé. Et du coup, je suis un peu dégoûté parce que enfin dégoûté, attention, c'est que dalle, hein. Mais Mister Sinistre, j'ai vraiment envie d'en savoir un petit peu plus déjà sur le personnage. Est-ce qu'on peut dire aussi en introduction, ça fait 10 minutes qu'on a commencé, mais en introduction que ni toi ni moi ne sommes des spécialistes des X-Men. Oh, moi, Clairement. je suis pas du tout connaisseur. Les seules choses que je connais, c'est des récits lus par-ci par-là en fait. Enfin, j'ai pas lu un bout de l'univers ou quoi. J'ai plus lu soit des petits arcs qui marchaient bien, qui sont réputés bons ou quoi que ce soit, ou soit certaines histoires qui ont plus été un peu genre one shot ou quoi que ce soit quoi. Mais sinon, je connais très peu et je connais ma principale connaissance des X-Men, c'est l'anime des années Moi, 90. sur les 15 dernières années, je connais rien. Rien. Claremont, Byrne, tout ça très bien. Donc ça fait quand même une dizaine d'années, quelques petits trucs par-ci par-là, mais grosso modo, ouais non. Et c'était notamment la promesse de Hickman qui nous a fait adhérer à ce récit. Donc voilà hein, pour Fallen Angels. Donc autant te dire que si les 5 autres séries sont comme ça. Attendez que Fallen Angels sorte en 100% et allez-y. S'il y a un Deluxe, prenez-le. Voilà. C'est très très bien. Non, je pense même pas qu'ils se feront l'affront de le sortir en 100%. Je suis pas du tout sûr. Non, La parce que deuxième série. Vas-y. Ouais. Non, parce que de toute façon, je pense que de toute façon, 100%, la plupart des gens auront lu Pardon of X, ils sauront que c'est pas top. Les échos déjà étaient pas top, donc je pense que tout le monde sait que c'est de la merde. Gardez votre argent. Surtout que vous en aurez besoin. Et la deuxième série qu'on a classée, donc du coup, cinquième, hein, avant-dernière, c'est Excalibur. Là, au scénario, c'est Tini Howard. Quel joli prénom, Tini. C'est vrai, hein. Tini Howard, qui est quand même pas un branque en termes de scénario, quand même, on peut se le dire. Par contre, au dessin, j'ai pas du tout les noms. Je sais pas si tu les as. C'est Marcus To. Ah oui, voilà, To. Ils sont deux, c'est deux frères. C'est To et To, Toto. et ça fait Toto. On va la garder, celle-là. On va la garder. Elle est nulle. Et alors, du coup, quel est le pitch d'Excalibur? Alors, si tu veux, je peux essayer de te le faire en 2 minutes. On alterne les pitchs. Oui, vas-y. Alors là aussi, hein, c'est une série sur laquelle moi j'accroche pas vraiment. Putain, c'est quoi le pitch de ce truc, quoi? On est dans le monde magique. Il y a en fait un outre-monde avec Camelot, la Fée Morgane, tout ça qui sont pas forcément des gens très très gentils et très très bienveillants. On va suivre Captain Britain, en gros, que je connais pas non plus énormément. D'autres X-Men que je connais beaucoup plus, comme Malicia, Gambit et Apocalypse, qui est là, on sait pas trop pourquoi pour l'instant. Et c'est un petit peu cette équipe qui va être en bisbille avec les gens de l'outre-monde. Voilà, via l'Angleterre, tous ces trucs-là. Et alors là, moi, c'est pareil. Vu la qualité du pitch, vous vous doutez que cette série m'a laissé de marbre. Et c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que ça a le mérite, je dirais, de faire une proposition sur une partie de ce qui peut composer le monde mutant, c'est-à-dire l'autre monde, la Fée Morgane, enfin voilà, avec le délire Excalibur, quoi, si j'ai bien compris. Ça propose au moins une vision comme ça. Mais alors personnellement, en fait, ça ne m'apporte rien sur ce que je suis venu rechercher en lisant Dawn of X. Ce que je suis venu rechercher, c'est vraiment en savoir plus sur Krakoa, les X-Men, la destinée de cette nouvelle nation mutante. Et là, pour l'instant, je dirais que je la lis
parce qu'elle est là, et puis pour voir s'il n'y a pas quand même quelques petits éléments à prendre à gauche à droite. Mais c'est pareil. Enfin, franchement, je trouve vraiment pas ça top. Et ensuite, si tu veux, je reviendrai sur la partie graphique de Toto. Mais avant ça, je te laisse bien volontiers la parole pour ton avis. Non, en fait, Excalibur, c'est une partie qui pouvait être intéressante au départ, le côté contrôle de la magie. Parce qu'en fait, la seule chose qu'on sait un peu de l'envie d'Apocalypse, c'est qu'il veut avoir un peu le contrôle de la magie. Voilà. Et du coup, il y avait ce côté où je me suis dit, ça peut être intéressant, mais il y a des choses dont je vois pas forcément l'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a Apocalypse, mais je vois pas trop à quoi il sert dans l'histoire. Surtout que Apocalypse, il est censé être un peu surpuissant comme mutant, quoi. C'est un peu censé être. De base, Apocalypse, c'est quand même un peu un boss de fin de jeu. Et là, il semble servir à rien. Genre, il est un peu à côté en train de se balader. Mm. Donc, du coup, ça fait un peu bizarre. Et en même temps, il y a une partie, toute cette partie-là, en fait, la partie interaction avec la Fée Morgane, etc., n'est pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Autant, par contre, à la partir du numéro 4, bon, le numéro 4, je trouve que le numéro 4 n'est pas trop intéressant. Il y a juste, on voit un des personnages qui va peut-être se révéler enfin intéressant. On voit notamment dans les épisodes sans savoir à quoi elle va servir. Et là, maintenant, on la voit un peu plus concrètement. Mais bon, c'est l'un des derniers trucs à se mettre sous la dent dans le numéro 4. Mm. Et je vois pas trop où ça va aller. Mais étant donné que je sais que ça va se poursuivre, autant Fallen Angels, je sais que ça va être terminé, donc je m'en fous. Autant Excalibur, je sais que ça va se poursuivre. Donc je survole oui et non, parce que je vais essayer quand même un peu de rester conscient de ce qui va se passer, parce que ça va quand même continuer, pour quand même comprendre. Mais ça manque de quelque chose. Par contre, c'est une série qui a eu des bons échos de manière générale chez beaucoup de lecteurs. Je Ah pense ouais. que c'est peut-être, ouais, c'est peut-être nous qui aussi sont pas, ça nous accroche pas. Et on parlait tout à l'heure dans Fallen Angels que on voyait pas mal des gens du cercle secret, enfin du comité secret dans les séries. Autant Mister Sinistre, on le voit dans le premier épisode de Fallen Angels et c'est tout, et on le revoit plus, et après on s'en bat les couilles de lui. Autant Apocalypse, dans Excalibur, on le voit à tous les épisodes. Mm. Et va y avoir un truc forcément avec Apocalypse, parce que tu peux pas mettre Apocalypse comme ça en t'en battant les couilles, parce Ouais, mais que, bon. parce que c'est Apocalypse. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que je, je trouve qu'il est mal utilisé. Alors Captain Britain, elle est pas, je trouve qu'elle est finalement pas charismatique. Elle est pas, ça fait pas vraiment ce côté leader d'une équipe qu'on veut, parce que c'est un peu frustrant. Autant, bon, on a Gambit, maintenant c'est un personnage qu'on a vu quand même pas mal ces dernières années ou choses comme ça. Mais Captain Britain, du coup, il y a ce côté où elle fait un peu pareil, elle est pas assez développée et pas assez charismatique, je trouve, par rapport au rôle qu'on veut lui donner. Et on lui donne pas en plus un rôle un peu de leader fragile qui se cherche, qui s'affirme pas ou quoi que ce soit. C'est même pas cette problématique-là. C'est en plus c'est vraiment leader et c'est pas, enfin c'est pas intéressant et c'est mal construit. Mais je pense qu'il y a quand même, ça va quand même bien se développer après parce que ça devient ça devient ça devient une série qui va continuer qui est encore en cours. Et puis Apocalypse quoi. On va voir. Tu vois, là pour l'instant, je dirais que la promesse pour moi d'un titre Excalibur, c'est vraiment ce côté magie, Camelot. Enfin, tu vois, cette espèce de classe que tu peux avoir avec ce genre de récit. Bah, moi, je l'ai pas tellement. C'est-à-dire que pour l'instant, je vois juste des gens qui pinaillent beaucoup, un peu en avant, un peu en arrière. Enfin, c'est vraiment, pour le moment, c'est vraiment pas intéressant. Alors qu'Excalibur, de ce que j'en sais par le passé dans les vieux trucs, c'était dans Titan, si je te dis pas de bêtises, ou Special Strange. Je vais avoir un trou de mémoire. Un des deux. Et c'était quand même une série qui avait vraiment, vraiment de la gueule. Et d'ailleurs, enfin, j'espère que Panini aura l'occasion un jour de le ressortir en intégrale ou en omnibus ou peu importe, parce que c'était vraiment une putain de bonne série à l'époque. Et là, pour le moment, bah ouais, je vois pas trop d'intérêt vis-à-vis de Krakoa. C'est vraiment un peu à côté. Pas trop de tension avec ce monde magique, enfin rien qui me fasse fantasmer parce que la fée Morgane, moi ça me laisse complètement de marbre. Et voilà, ça aussi c'est à suivre, mais pour l'instant c'est vraiment pas
Ça fait vraiment pas partie de mes séries préférées, mais à des années-lumière, quoi. Ouais. Et je pense que ça va quand même être développé dans le sens où en plus Tini Howard, euh, elle va devenir une des autrices, enfin une des scénaristes principales entre guillemets, enfin principaux du coup il y en a plusieurs de l'event X of Swords. Donc je pense Mhm. qu'elle va quand même avoir un peu d'importance quand même du coup par la suite. Donc je pense que si elle prend de l'importance, c'est-à-dire que Excalibur va prendre de l'importance. Enfin je présume, hein, c'est du, c'est de la pure discussion par déduction, un peu bateau. Mais comme elle est dans la liste vraiment des scénaristes principaux, avec Hickman, je me dis que c'est peut-être parce que Excalibur va monter crescendo ou un truc comme ça. En tout cas, moi j'attends que ça décolle, quoi. Voilà ce qu'on peut à peu près dire sur Excalibur. Pour l'instant, c'est les deux séries vraiment qui sont Mm. bah ouais, la queue de peloton, quoi, pour reprendre une expression du vélo. C'est le compléto. Et ensuite, bah, selon nos goûts et nos attentes personnelles, ça s'améliore grandement. Et notamment avec celui qui va prendre la 4e position pour l'instant de notre top, les New Mutants. Alors, New Mutants, c'est une série un peu spéciale parce que les New Mutants sont coupés en deux séries. Il y a le principe des New Mutants de base, c'est que c'était des équipes de super-héros de X-Men qui étaient jeunes, avec des jeunes X-Men, des jeunes mutants. Et les New Mutants, là, sont coupés en deux équipes. C'est qu'il y a une équipe dont l'histoire dans, se passe dans l'espace, et scénarisée par Hickman, avec Rod Reiss au dessin. Et une deuxième équipe qui, là, son histoire se passe sur Terre, et scénarisée par Ed Brisson, et dessinée par je sais plus qui, je vais dire ça, par Flaviano. La partie de Brisson. Et du coup, ouais, c'est pour le moment, donc les deux premiers épisodes, c'est Hickman et l'équipe dans l'espace, et les épisodes 3 et 4, c'est l'équipe de Ed Brisson. Mm. Et je trouve que c'est ça qui est frustrant dans la série, parce que moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé les deux premiers épisodes de Hickman, avec cette équipe dans l'espace, et justement ce côté un peu, même dans la narration, on retrouve ce côté équipe de jeunes. C'est-à-dire que moi, j'ai retrouvé ce développement d'équipe, comme si c'était des ados ou quoi que ce soit. J'ai trouvé ça bien, bien fait par Hickman. Il y a un côté qui fait qu'en fait, je m'attache à ces personnages que je connais pas. Pareil. Moi, je savais pas qui c'était ces mecs. Et je m'attache à eux sans rien connaître d'eux ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est bien fait. Alors que par contre, dans Brisson, dans la partie donc, sur Terre par Brisson, c'est pareil, ça reste des jeunes mutants, mais je trouve que c'est pas aussi bien fait. L'histoire, du coup, l'histoire, elle est très très classique, elle est très convenue, alors que la partie d'Hickman est plus intéressante. Et je vois pas forcément où va nous amener Hickman. Donc il y a un côté, en plus, il y a un côté inattendu dans le truc d'Hickman, alors que la partie de Brisson, bah, je me dis, c'est un peu bateau, quoi. Un peu, ouais, un peu simple. Donc, je sais pas, du coup, après, est-ce que c'est toujours 2, 2, 2, 2 ou quoi? Ou est-ce que après ça alterne? Mais en plus, le fait d'avoir qu'une seule équipe à chaque fois, ce qui fait que on voit pas les deux intrigues avancer en même temps, donc c'est d'autant plus frustrant, en fait. Mm. C'est-à-dire que c'est soit l'équipe dans l'espace, soit l'équipe sur Terre. Donc, en fait, s'il y en a une qu'on apprécie plus que l'autre, ou ou s'il y en a une qu'on aime moins ou quoi, bah, en fait, on ronge un peu son frein en plus à chaque numéro, quoi. Alors que Mais je ne retirerai pas un mot de ce que tu viens de dire. Après les 2 premiers épisodes de Hickman, moi j'étais extrêmement enthousiasmé parce que bah, c'est quand même pas forcément évident de faire adhérer un mec comme moi de 38 balais à une équipe de jeunes. Et je trouve que c'était fait extrêmement intelligemment, avec un bon développement des personnages en 2 épisodes, étape par étape, que je trouve vraiment bon, avec juste ce qu'il faut de fun et de folie pour qu'il y ait un petit peu de piment et de peps. Et en même temps, immédiatement, Hickman, il te fait une promesse que les X-Men, on le sait, il y a une histoire toute particulière avec l'univers galactique et notamment avec cet empire, je le prononce peut-être comme une merde, mais avec les Shi'ar. J'espère que je le dis bien. C'est je sais pas pas comment ça se gagné. prononce, moi, donc je vais dire oui.
Moi, ça fait 30 ans que je dis chiard, donc je t'avoue que c'est comme Deadpool, si c'est pas ça, bah demain il y aura des hashtags de partout. Oui, il dit chiard, et merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, les X-Men, ils ont vraiment cette histoire particulière avec les chiards, puisque même à un moment donné, le professeur Xavier avec une impératrice dont j'ai mangé le nom, il y a eu coït. Très très grosse histoire d'amour, pas que coït quand même. Donc il y a vraiment une histoire particulière, et donc la promesse de voir une partie de l'équipe des nouveaux mutants, donc une partie des mutants repartir un petit peu dans l'espace, à l'aventure, et c'est fait avec beaucoup de finesse, beaucoup beaucoup de promesses. C'était extrêmement excitant. Et ensuite, tout le monde n'est pas Hickman, j'ai envie de dire. Monsieur Brisson, j'ai rien contre vous. C'est pas que l'histoire elle est mauvaise, c'est que je pense qu'il souffre beaucoup en fait du fait qu'il soit derrière Hickman, et que j'ai l'impression qu'il est là pour occuper un peu le terrain le temps qu'Hickman revienne. C'est vraiment juste un sentiment. Et j'ai vraiment hâte de revoir cette partie de l'équipe dans les prochains épisodes qui est au fin fond de l'espace. Autant ceux qui sont dans une ferme là-bas, enfin j'en ai rien à secouer quoi. J'ai pas un grand intérêt dessus. Il souffre de la partie graphique aussi de Hickman, parce que les dessins de Rod Reiss, moi, ils me font un peu penser, ça paraît bête, ils me font un peu penser aux dessins de Bill Sienkiewicz, qui avait fait son gros run. T'es pas sûr sur la prononciation. Qui avait fait son gros run sur les New Mutants, et qui est quand même qui est un des scénaristes emblématiques des New Mutants. Moi, je l'ai pas lu ce qu'il avait fait. Je sais que l'Icons, il y a un Icons qui est sorti, il faudrait que je me le procure. Et donc, faudrait que tu me le procures aussi. Je te le lirai, je t'enverrai par la poste. Et non, mais du coup, il y a ce côté-là. Et en plus, Rod Reiss, il y a un style qui est très particulier dans les épisodes avec Hickman, qui rentre vraiment bien, qui font une patte qui est complètement différente. Et le dessinateur qui va avec Ed Brisson, lui, c'est du dessin très classique, qui est pareil, qui est assez numérique. Il n'y a pas forcément de folie. C'est bien exécuté. C'est numérique, il y a un peu de détails, puis voilà. Donc en plus, à la fois par la différence de scénario et d'écriture, on le ressent, mais même graphiquement, il souffre du duo, parce que même Rod Reiss, du coup, on passe de Rod Reiss à Flaviano, et c'est pas du tout pareil. Donc en plus, sur les 2 points, je trouve que la partie de l'équipe sur Terre, elle pêche là-dessus, quoi. Et du coup, elle souffre, comme tu dis si bien, elle souffre de la comparaison de ce qu'on a lu avant. Et donc, ça fait forcément, ça fait que encore plus aplatir le côté où on a cette frustration de ne pas être avec l'équipe Dickman. Et pour rebondir sur Flaviano, alors c'est un dessinateur que je connais un tout petit peu par la force des choses, parce qu'il était passé sur Saint-Étienne, et donc du coup je m'étais intéressé un tout petit peu plus à son travail. Il avait notamment travaillé sur Héros à louer, si je ne te dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça le titre de la série, avec Luke Cage et Iron Fist. Et graphiquement, il est capable de vraiment autre chose. Vraiment. Alors, est-ce qu'il modifie un peu son style pour que ça colle un petit peu plus, ou pas top? Je sais pas trop. Mais il y a une telle différence entre les deux qui fait que forcément, je pense que même s'il y a un très bon dessinateur, ça va souffrir de ça, parce qu'il faut un dessinateur qui a un style vraiment spécifique, pour pas souffrir de la comparaison de Rod Reiss, parce que forcément tu passes d'un mec qui a son style à un c'est mec que Flaviano, je trouve voilà. il avait vraiment un style, une patte un peu cartoony, un peu faux folle, et ça aurait pu coller avec une équipe de jeunes, tu vois. Et là, je sais pas, je trouve qu'il se réfrène. Alors, il y a aussi 2 dessinateurs, hein. Il y a Fabiano et Il y en a un autre. je regarde aussi les trucs. Il y a Feyla. Alors, je sais pas comment. Enfin, Fayla. Je sais pas comment ça se prononce, mais je connais pas. Mais le style est quand même proche, hein, dans les 2 numéros. Mais Ouais. ouais. Mais du coup, c'est la partie. Ouais, moi, je suis impatient de relire la partie Dickman. Je suis impatient de reçu cette équipe et de voir ce que ça va donner, parce qu'il y a quand même pas mal de. Il y a pas mal de promesses. Surtout le cliffhanger du 2. Ouais, aussi. Le cliffhanger du 2, tu te dis, putain la vache. Et du coup, ça te permet aussi, parce que tu vois Gladiator, c'est Gladiator son nom, j'ai mangé, le prétorien avec la couette, là, enfin la l'Iroquoise,
monté avec du gel très très dur. Je crois que c'est Gladiator. Praetorian, je me rappelle plus son nom, merde. D'ailleurs, si je rajouterais Je sais un plus. petit truc par rapport à la partie édition, parce que moi, de toute façon, les trois quarts des mecs, je les connais pas. Et par contre, en fait, à chaque début de chapitre, il y a une page qui parle enfin, qui met en lumière comment dire, les mutants qui vont apparaître Ouais, dans l'épisode. C'est-à-dire qu'on ouais. vous met la liste des mutants qui vont apparaître dans l'épisode avec leur nom. Donc, bon, après, moi, il y en a certains, ça me dit toujours pas qui c'est, mais ça permet aussi de voir si certains ont eu un passé ou quoi que ce soit. Je reviendrai peut-être sur un perso un peu plus tard, mais, euh, mais du coup, c'est aussi intéressant. Je trouve que ça, par contre, c'est pas mal des fois pour s'y retrouver et voir un peu qui est qui dans le, dans le, dans les équipes. Moi, Bref, voilà. je vais rebondir sur ce que tu dis. Je suis mi-figue, mi-raisin. Parce que dans la VO, donc du coup, c'est pareil. Ça, c'est vraiment repris, en fait. C'est copier-coller de la VO. Donc, c'est très bien de l'avoir mis quand même. Mais par contre, je trouve que mais j'y reviendrai peut-être un petit peu plus à la fin. C'est pas forcément si t'es un nouveau lecteur, commencer avec ça. Eh ben mon putain, c'est quand même pas simple parce que t'as pas, y a pas une petite introduction, y a rien quoi, tu vois, pour te resituer un peu les personnages, qui ils sont, où est-ce qu'ils étaient juste avant ça, d'où ils viennent, Ouais. et ça, je pense que ça manque un petit peu. Que Ouais, Marvel l'ait pas fait, ça manque beaucoup. Que Panini l'ait pas fait, bah, c'est pas illogique parce que si Marvel le fait pas, je vois pas pourquoi ils se casseraient le cul. Je sais même pas s'ils auraient le droit de le faire, mais par contre, ça manque un petit peu. Ça permettrait de contextualiser un petit peu plus les histoires qu'on aborde. Après, si t'es un lecteur de comics, normalement, t'es rompu à ce genre de choses et tu peux très facilement quand même, ma foi, tu passes au-dessus, t'as Internet, tu fais une recherche Internet, tu peux quand même arriver à te démerder. Ouais, mais Mais il y aurait eu un petit surtout, boulot à faire. surtout que Oxbox est quand même présenté pour être une superbe porte d'entrée, etc. Autant moi Oxbox, moi j'ai lu sans, bah pareil, comme on disait tout à l'heure, sans être un très très grand connaisseur, et je m'y suis retrouvé. Et certes, il y avait des choses que je connaissais pas forcément, j'étais un peu paumé parfois, mais après j'ai quand même réussi à recoller les morceaux ou quoi que ce soit. Mais du coup, avec cette volonté quand même de relancer l'univers X-Men, je pense qu'il aurait fallu, comme tu dis, peut-être des petites pages d'explication ou même des fois sur Internet, comme faire si tu peux pas le mettre dedans, de faire des sortes de fiches perso quelque part ou des conneries comme ça. Parce que avec ce discours de dire que ce renouveau, c'est une porte d'entrée, après que ce le soit ou ce le soit pas, ça c'est un autre débat, mais de l'avoir comme discours de la part de Marvel, ben, il faut par contre mettre en œuvre que ce soit vraiment une porte d'entrée complète. Et Parce que, faciliter l'accès. ouais. Et ça, c'est un peu, ça, c'est un truc qui pêche, même, enfin, du coup, parce que même sur même en VO, du coup, il n'y a pas, comme on disait. Et ça, je trouve Hmm. ça dommage. Parce que, après, moi, il y a certains persos, je regarde sur les Wikipédia, les conneries comme ça, ce qu'il y a ou quoi. Ouais, mais j'ai Mais, pas le goût, tu vois. mais je Que le fais quand t'es pas, sur ta exactement. lecture, j'ai pas envie d'ouvrir une page Ah oui, Wikipédia à pareil. côté. J'ai envie de Moi, la je le fais, voir, quoi. je le fais pas, moi, je le fais pas pour tous. Parce que la moitié, enfin, je m'en fous de savoir si un passé ou quoi. Mais, mais du coup, ouais, Par, ça manque d'une sorte de base de données des mutants qu'on va voir ou une connerie comme ça, quoi. par contre, ça a fini de me chauffer sur les New Mutants de Sienkiewicz. Mm. Ah ben, moi, ça me donne, ouais, moi, la partie Hickman, elle me donne envie de lire le truc de Sienkiewicz. Ah, je sais même pas qui est scénariste avec Sienkiewicz. Eh ben, pour bien faire, il faudra demander au French Geek. Et on le fera peut-être en fin d'émission. Non, je déconne, on le fera pas. Mais je me rappelle pas du tout. Mais Je vais regarder si on le. je, je le note en gras sur ma wishlist C'est de mes envies. c'est Claremont. Je savais que c'était Sienkiewicz, ça c'est sûr. C'est New Mutants, du coup, par Claremont et Sienkiewicz. Eh ben, avant que ce soit en rupture, faut peut-être qu'on s'y intéresse. Ouais, ouais, ça m'a bien hypé dessus, quoi. Donc, ouais, la série n'est pas forcément extraordinaire sur les deux côtés, mais la partie Hickman, elle donne envie. Ouais, et puis après, bon, enfin, en plus, ce qu'on dit, c'est vraiment valable pour 4 épisodes, c'est quand même pas grand-chose, quoi, tu vois. C'est Mm. vraiment un petit truc pour commencer à avoir un début d'avis. Et, et moi, je reste quand même... Enfin, moi, j'aime beaucoup le délire et je suis vraiment en attente de connaître la suite, quoi. Mm. Vraiment.
C'est vraiment plein de promesses. Ensuite, on va rentrer dans le top 3. Ouais. Et en troisième, alors c'est ça qui est génial, c'est qu'on a fait exactement le même classement. Ouais. Et que grosso modo, je sais même pas pourquoi je me suis cassé le cul à être là ce soir, parce que je pourrais... tu vois, on pourrait faire ça. Tiens. Alors non, pas ça, merde. C'était pas moi, merde, je voulais te mettre toi Non, mais c'est parce que là, on n'a pas. Parce qu'il y aura encore. Je pense qu'il y aura plus de discussions sur la dernière série, ou les deux dernières. Les deux dernières. Parce que même là, celle-ci, on discute. Bah, de toute façon, allez, vas-y. C'est toi qui fais le pitch. Non, moi, Marauders, ça pète, vraiment. Marauders. Non, mais c'est toi qui pitch Marauders. Oui. Allez, au scénario, Jerry Duggan. J'aime beaucoup Jerry Duggan. Je tiens à le dire. C'est pas forcément l'avis général, mais j'aime beaucoup Jerry Duggan. Et au dessin, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais principalement, je crois que c'est Matteo Lally. Ouais, beaucoup de dessinateurs pas forcément très connus. Hein. Mais en fait, moi je prends les volumes à côté de moi. Il y a trois dessinateurs qui sont marqués comme principaux. Il y a Loli du coup sur Loli. Ouais, c'est enfin moi je crois que c'est un O, ouais. C'est Loli du coup sur deux épisodes. Ils mettent Bandini, je sais pas qui c'est, et Werneck, je sais pas qui c'est. Ah non, je déconne, je le connais pas. Mais par contre, pour le coup, je pense, j'ai pas forcément trop ressenti moi la différence des dessinateurs sur Marauders. Pareil. Pour tout te dire, je m'en suis aperçu en regardant, en préparant, si on peut appeler ça préparer, vite fait l'émission, je dis tiens, c'est pas le même à chaque fois. Mais et donc alors le pitch de Marauders. Donc on revient sur notre conseil des mutants et donc il y a 4 parties et il y a une partie qui est grosso modo gérée par les mecs du club des damnés avec en reine blanche Emma Frost. Emma Frost, en 2, il y a le roi noir Sébastien Shaw, et il y avait un troisième poste à pourvoir, le poste du roi rouge, hein, c'est comme ça qu'il est nommé dans Oxbox. Et on va suivre en fait, toute cette partie en fait du Conseil des mutants, toute la partie avec le club des damnés. Le club des damnés, si je ne dis pas de bêtises, c'est ceux qui sont mandatés par Krakoa pour faire le lien avec les humains, pour filer les médicaments, voilà, ce genre de truc. C'est pour le business. Va intervenir dans cette série Kitty Pryde. Kitty Pryde, qui, on ne sait pas pourquoi, ne peut pas passer les portails de Krakoa. Ça, c'est Zarb. Parce que c'est une mutante, normalement. Et normalement, si t'es un mutant, tu peux passer les portails de Krakoa. Et elle ne peut pas. Et elle va décider... en gros, avec sa bande de potes, il y a Tornade, il y a Pyro, voilà, de partir en bateau pour aller aux 4 coins du monde, pour à la fois, si je ne dis pas de bêtises, veiller, tu vois, avoir un œil sur la contrebande qui peut y avoir autour des fleurs de Krakoa, et à la fois pour essayer d'aider des mutants qui auraient des difficultés à rejoindre Krakoa parce qu'ils sont issus d'un pays qui n'a pas reconnu l'existence de Krakoa. J'ai tout bon ? Ouais. Ça va, c'est un peu la merde. Et donc, c'est extrêmement intéressant, si tu veux, ça me fait... il y a un petit côté intrigue politique que j'aime beaucoup, parce que évidemment, il y a un jeu qui va s'installer entre Emma Frost et Sébastien Shaw pour qui va prendre le poste de roi rouge. Voilà, ils travaillent ensemble, mais ils sont pas forcément amis, mais pas du tout, et ils ont pas forcément la même envie pour l'occupation de ce poste. Donc il y a vraiment cet aspect-là que je trouve excessivement intéressant, d'autant plus que ça peut avoir des répercussions sur l'ensemble du conseil ensuite, parce que ça peut faire basculer des votes, ce genre de choses. Et le truc qui est vraiment sympa, c'est de voir Kitty Pryde en mode bon, en même temps on le voit venir de loin. Elle a une épée, elle a un foulard rouge, elle a un bateau, il y a le délire pirate. Ouais. Il lui manque le perroquet.
Sans déconner. Bah, elle a un perroquet, gros. Alors, un peu rogue. Bah ouais, son petit dragon. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Oui, bah oui, putain, Loki, oui. Ah, Oui. Ouais, c'est vrai que et Loki, ouais. on pourrait dire, il lui manque un ça te fait bandeau penser. sur l'œil, mais elle a tout le temps le nez cassé, donc elle a tout le temps un bandeau sur le nez. Ouais, c'est Elle vrai va se que. faire couper une main, elle aura un crochet, on aura un sans faute, quoi. On aura le tiercé dans l'ordre. Non, mais c'est vrai qu'il y a Loki, j'avais oublié. Mais non, Ah oui, il y a vraiment un vrai délire, quoi. c'est une série, c'est une série que je trouve très bonne du coup parce que il y a cet aspect donc business commercial par rapport aux fleurs, aux médicaments, etc. Il y a l'aspect en plus sous marchandise parce que en gros il y a dès le premier épisode on comprend qu'il n'y a pas que il y a pas que le business officiel, il faut aussi que tu gères en gros le marché noir. Mhm. C'est ce qui Et les demande, c'est ce demandes de Wolverine. Ouais, donc je trouve ça rigolo et en même temps, il y a un discours qui est bien amené. Et il y a tout cet enjeu politique par le commercial, mais par aider les mutants qui sont dans des États qui n'ont pas reconnu Krakoa comme nation souveraine, je crois. Mhm. Du coup, il y a cet enjeu d'aller les délivrer. Il y a cet enjeu de commerce. Il y a cet enjeu, en plus, il y a une page qui le fait super bien, où on voit l'organigramme du coup du Club des damnés. Et donc, il y a ce qui représente encore plus cet enjeu politique que je trouve vraiment bon. Et ah oui, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais dans tous les chapitres, vous allez retrouver les pages de Hickman, de textes, de mails, de Oui, oui. SMS, de Ouais. dossiers, de machin. Comme il adore faire, bah, c'était dans Xbox et ça va rester dans toutes les séries. Et des Et fois, ça sert pas à grand chose. ouais. Ou des fois, on a l'impression que ça sert à rien. Et après, enfin moi ça m'avait fait sur Marauders, j'avais lu le truc, je me suis dit, bon, je m'en bats les couilles, c'est inintéressant. Et après j'ai lu et j'ai lu le chapitre d'après et je fais, oh merde, ils s'en parlaient dans le truc. Donc il y a des fois, il y a des trucs, c'est un peu à rebours. Mais bon, enfin bref, mais Et des sinon, fois, t'as une page de texte à la con, mais t'as ouais, deux, trois petits trucs, enfin, à la con, non, qui t'apportent quand même, qui t'enrichissent l'univers, mais au milieu, t'as tac, tac, deux et trois petites infos, tu fais, oh, c'est oh, ça. bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il joue nous, mais. Donc ouais, non, Marauders, c'est une bonne. Pour moi, c'est une bonne surprise. Hmm, Le premier épisode est un peu poussif, parce que le premier épisode ouais. est bateau, et c'est le cas de le dire, parce que c'est Kitty Pryde qui rentre pas, qui prend son bateau, et qui va aller délivrer, et puis enfin, c'est tout, il se passe pas grand-chose. Par contre, à partir du deuxième, c'est là où vraiment ça se développe sur tous les enjeux, et que Et avec des petits ça problèmes de monte en puissance. temporalité dans le Ouais. premier épisode. Parce que tu te barres de Krakoa en bateau, t'as le nez Ouais. cassé, un œil au beurre noir, tu traverses la moitié de la planète en un claquement de doigts. Ouais. Admettons, mais t'as toujours ton pansement et t'as toujours ton œil au beurre noir, il est rapide le bateau. C'est un petit voilier à la con au début. Hein. Ouais, mais c'est parce que c'est Tornade. Hmm. Parce que Tornade, elle fait des sacrés déplacements. On va dire qu'ils avaient des vents favorables. C'est les alizés. Allez, mais bon, Non, mais ça c'est. passe. Non, mais c'est pas mal. Et je suis quand même. J'attends enfin, encore plus sur la notion de ces États qui veulent pas reconnaître, Krakoa comme souverain. Et du coup, j'attends encore un peu plus de ça pour voir ce qui va se passer dedans. Parce que on le voit dans certains épisodes, on le voit justement, c'est les terres qui peuvent être hostiles aux mutants. Et j'attends pas mal aussi sur ce point-là, moi. Voir comment ils Et, vont aller plus loin. enfin ouais, très très bonne, très très bien, très très bien. Avec après voilà, il faut passer le délire, il faut adhérer au délire pirate, qui est clairement là. Non, mais Contrebandier, corsaire, clairement, il joue le jeu à fond. Il joue le jeu à fond de chez fond. Mais du moment où bah, tu adhères à ça et que tu te laisses aller un petit peu et que tu acceptes que cette série, bah, de voir où c'est qu'elle va t'entraîner et de voir un petit peu les zones d'ombre qu'elle peut éclaircir, bah, c'est vraiment, vraiment, ça marche bien. Quoi. C'est un bon coup de cœur. ouais, c'est efficace en plus en termes de personnages. Moi, dans la série, on a Kitty Pryde, Tornade, et on a Pyro et Iceberg. Hum. Et Pyro et Iceberg, moi, c'est con, mais les visions que j'avais, c'était les Pyro et Iceberg qu'on avait soit dans le film, soit dans le dessin animé.
Et j'ai retrouvé aussi un peu ces codes-là sur ces deux personnages-là dans comics où il y a quand même une bonne dose de bonne humeur, d'humour, de légèreté. Mm. Au sein aussi de l'équipage où on sent qu'il y a ce côté. On pourrait se dire qu'il n'y a pas forcément d'équipe ou quoi, parce que le bateau, ça jongle avec le politique, etc. Mais non, il y a cet aspect d'équipage vraiment sur le bateau. Et il y a cet aspect où on voit on voit les, comment dire, on voit les relations entre eux, même s'il y en a pas, si ça jongle dans la globalité. On voit pas mal de scènes qui sont vraiment très légères malgré le contexte ou quoi que ce soit. Et je trouve que ça, comment dire, que je trouve que c'est quoi, c'est Dugan, comme on disait. Mm. Je trouve qu'il joue très bien en fait là-dessus sur les deux côtés, le côté sérieux, le côté léger, le côté humour, et il le fait vraiment avec un bon tact, sans que ça devienne lourd des deux côtés, sans que ça devienne soit trop pesant parce que c'est trop complexe, ou soit que ça devienne trop léger et que ça casse le propos sérieux. Je trouve qu'il le fait bien. C'est assez bien mesuré. Ouais. Mm. Et après, voilà, bah, c'est encore une fois, parce que c'est vraiment selon les goûts. Il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas. Voilà, après, c'est suivant les goûts de chacun, évidemment, mais pour tous les deux, ça a plutôt bien fonctionné et des bonnes attentes autour, quoi. Ouais. On... Oh là là. Oh, on appelle ça X-Force. X-Force. Oh. Tu sais quoi, je te laisserai faire les 2 derniers pitchs. Ouais, de toute façon, le pitch, de toute façon, en 2 c'est X-Force et du coup en 1 c'est forcément X-Men. Ouais. Mais non, là on tape. Je pense que je pense qu'on peut couper les 6 séries. Enfin, nous deux parce qu'on a eu le même ressenti. Parce que je disais, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé Excalibur et c'est pas le cas pour nous. Donc c'est pas le même découpage, mais pour nous, on a un peu le même découpage. On a vraiment X-Men et X-Force qui sont très très haut devant. Il y a Ouais. une grande qualité et de toute façon on va revenir dessus. Marauders et New Mutants qui ont vraiment des qualités et qui sont quand même très intéressantes. Et puis après, il y avait Excalibur et Fallen Angels. Et Ouais. là, X-Force, on tape dans le bon et dans le très bon parce que c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on va pas spoiler. Le numéro 1 d'X-Force est une claque folle. C'est vraiment fou. La fin de dire, à la fin du numéro 1, on dit, mais putain, ce numéro, il est fou. Vas-y. Benjamin Percy au scénario Ouais, et Joshua Cassara au dessin. ouais, c'est ça. Et Et Benjamin Percy qui va reprendre, qui va prendre, qui va prendre la série Wolverine après. Mais alors, X-Force, pour pitcher, on est sur l'équipe de force spéciale de Krakoa, qui est principalement finalement composée des X-Men emblématiques. Donc, qui est composée de Wolverine, de Jean Grey, du Fauve. On voit, on voit Scott aussi de mémoire. On voit, vraiment l'équipe X-Men emblématique. ouais. Sauf que c'est un peu présenté en fait dans le titre, un peu comme on va dire le FBI ou la CIA de Krakoa. CIA, c'est le terme CIA qui est employé. Et c'est vraiment super bon. Pourquoi c'est Mm. super bon? C'est parce que c'est une menace qui arrive, une menace extérieure anti-mutante qui arrive et qui veut anéantir les mutants, qui veut anéantir Krakoa. Qui veut mettre un grand coup d'arrêt à cette évolution, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est le pitch qui paraît le plus bateau, parce que c'est le pitch qui paraît le plus vu et revu, des mecs qui veulent tuer Krakoa, qui veulent se débarrasser des mutants, etc. Sauf que quand on prend dans Netflix et après dans Coxbox, on est sur un État-nation, on est avec Krakoa qui est une île vivante à part entière, on est sur un regroupement de tous les mutants, et donc on est un regroupement de tous les mutants, donc on est un regroupement de Xavier, Jean Grey, etc., à Magneto, Apocalypse, Mister Sinistre et tout ça. Donc on est sur un regroupement de tous les boss de fin de niveau, de tous les arcs des X-Men. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on se dit, comment dire, l'envie de prendre ce pitch d'humains qui veulent anéantir les mutants,
ça paraît complètement déraisonné vu ce qui a été mis en place avant. On se dit pourquoi ça sert à quoi de faire ça? Normalement, les mecs, ils arrivent, ils se font défoncer par Apocalypse, ils se font défoncer par Magneto, etc. Et puis emballé, c'est pesé. Et sauf que là, ça tient super bien, c'est super bien pensé. Ça joue avec beaucoup de codes du coup de l'équipe emblématique. Il y a beaucoup d'éléments que Hickman met où on se dit oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Parce que il, il met, il met toutes ces, comment dire, tout ce que, comment dire, tout son plan tout son plan de l'univers X-Men, on le ressent vachement dans X-Force, donc même si c'est scénarisé par Percy. Et du coup, je trouve que c'est la série qui avance le plus, qui pose le plus de questions, et qui en même temps, avec T'en le mets la pitch, pleine gueule. ouais, et qui a pourtant le pitch le plus simple. C'est ultra simple. Mais j'ai trouvé ça kiffant. J'ai trouvé ça L- kiffant. la base, elle est simple parce qu'effectivement, c'est des humains, une organisation d'humains, qui, quoi, quand, comment, on n'en sait rien du tout pour le moment, décide de mettre à mal l'évolution de Krakoa. Clairement, le pitch du premier, c'est ça. Et le truc que je trouve génial, c'est que et évidemment, quand tu as une nation comme ça qui s'impose de la manière dont ils se sont imposés sur la scène internationale, avec ce jeu je vous donne ça, je vous donne des médicaments, ce genre de choses, mais en contrepartie, vous reconnaissez mon existence légale aux Nations Unies et ce genre de trucs. Enfin voilà, on existera réellement, on aura vraiment cette reconnaissance. Et derrière, moi, ça me fait vraiment penser aux missions que pouvait mettre en place la CIA, peut-être même encore actuellement, j'en sais rien, mais quand tu veux déstabiliser un gouvernement, bah, tu peux envoyer une poignée de tueurs, tu peux envoyer ce genre de trucs, et bon, on sait que c'est les humains, mais comment ils font? Eh ben, on sait pas. Pourquoi, enfin le pourquoi on croit le deviner, mais c'est pas aussi carré comment ils s'y sont pris et de la manière dont ils arrivent sur l'île pour y aller, c'est il y a vraiment ce sentiment un peu barbouze, tu vois, que j'ai trouvé extrêmement bien parce que une fois que cette opération est passée et que tu entre guillemets l'enquête pour savoir qui ils sont, comment ils ont fait, c'était qui ces mecs, et que tu vois tous les éléments qui s'alignent et qui s'enchaînent pour voir, tu te dis putain les mecs, c'était pas deux connards avec des parachutes qui ont débarqué sur l'île, non, il y avait un gros niveau de préparation, de réflexion, et ils ont vraiment les moyens de faire mal aux mutants. Et donc c'est pas les humains qui vont envoyer 15 sentinelles, une énorme bombe sur les mutants pour les défoncer, c'est beaucoup plus sournois. Ça essaye de taper là où ça fait mal. Et j'ai trouvé ça mais éclatant. Pour l'instant, il n'y a que 4 épisodes, en tout cas pour nous, mais quel putain de claque, quoi. Et mention spéciale au dessinateur, je le trouve éclatant. Éclatant, éclatant. Et puis même, enfin, tu vois, il y a tu passes vraiment, enfin, qu'est-ce qu'on attend, tu vois, d'une série, et notamment sur une série où il y a quand même beaucoup d'action, c'est d'avoir vraiment des cliffhangers qui soient vraiment importants, imposants, des hauts le cœur, et là, oh putain, ça palpite, quoi. Tu prends rien que la fin du 4, C'est le meilleur cliffhanger ils d'une sont série. très très bons. Ils sont C'est-à-dire que très très bons. autant là on vient de parler de Marauders et que Marauders est quand même bon, etc. Marauders, il y a pas vraiment de cliffhanger. On n'est pas dans cette attente ou quoi que ce soit. Hum. Il y a un peu d'impatience qui se crée pour savoir. On veut essayer de comprendre le sous-entendu, on veut comprendre ce qu'il veut dire quand il dit tel mot ou quoi que ce soit, mais on n'est pas dans du vraiment cliffhanger qui, qui nous Où tu tient en restes haleine. complètement en haleine, quoi. Ouais. Ouais. Alors que X-Force, Ah, il te chope par le callback. oh la vache, c'est vraiment. C'est la seule série où pour moi ça fait vraiment ça. Et on reviendra après sur X-Men, pourquoi ça fait pas, mais X-Force, c'est la série qui est la plus efficace et pourtant qui a quand même son lot de nouveautés, son lot comme tu dis, de préparation, parce que finalement, c'est quand même dans toute la construction du récit, c'est très bien pensé, c'est très bien préparé à l'image de ce qui se passe dans le récit. Et du coup,
je trouve que, ouais, pour moi, la série, elle est tellement folle. C'est la série qui suffit à vouloir se relire les autres numéros juste pour retomber sur la suite d'X-Force, quoi. Et ainsi de suite. Parce que Mm. ça tient, c'est la meilleure série pour tenir en haleine le lecteur et de loin. Et puis, pour moi, il y a juste à lire le premier épisode, et après le premier épisode, il y a juste qu'une envie, c'est de savoir ce qui va se passer, quoi. Ah bah oui, mais si Oxpox a eu sur vous l'effet escompté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que c'est pareil, je vais quand même y revenir juste 2 secondes, mais parce que chacun est libre d'aimer ou non, tu vois, Oxpox, Donofix, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que j'avais lu des trucs des fois quand même extrêmement durs contre Hickman, parce que bah, bien souvent les plus vieux des lecteurs se sentent un petit peu trahis parce qu'ils retrouvent pas les X-Men qu'ils ont toujours connus. Et pour nous, bah en fait, le postulat de départ et la réaction de Xavier, des mutants et tout, elle est logique. Elle est logique. Et parce qu'elle est logique, et que Hickman, il en vient à cette réflexion aussi, c'est comme ça qu'on essaierait de réagir si on était à leur place, et bah du coup, ça colle avec une espèce de... pas avec la réalité, mais avec la réalité de la manière dont on réagirait comme eux. Et donc, du coup, on se sent complètement investi là-dedans et on a envie de savoir comment ça va évoluer et les dénouements qui va y avoir. Et là où est très fort Hitman, c'est que il sème des indices, il te donne un début de réponse, il te donne 2 énigmes en plus. Enfin, le mec est très bon, mais ça on y reviendra après. Mais tu prends X-Force, ne serait-ce que en tant que tel, en tant que série, juste en tant que tel, même en dehors de l'univers mutant, les 4 premiers épisodes sont ouf. Ils sont géniaux. Moi, je lis des comics aussi pour avoir ce genre d'émotion. Et mais j'aime aussi beaucoup, si tu veux, quand tu regardes un tout petit peu, quand tu fais quand tu prends 2, 3 pas de recul et que tu regardes le positionnement de chaque série, tu vois que Hickman, il essaye vraiment d'avoir, de positionner différentes séries pour essayer de parler d'un spectre le plus large possible en fait de l'univers mutant. Et dans ce spectre particulier de force spéciale et d'action et enfin voilà, aussi d'enquête, d'espionnage, de trucs un peu chelous qu'il peut y avoir, X-Force, bah putain, c'est sublime quoi. Ouais, et puis, ça se tient, comme tu dis, c'est une série qui se tient à part entière. Hmm. C'est-à-dire que X-Force, ça reste ouf. Et c'est la série qui a, qui du coup, par ce biais de CIA, côté secret, côté un peu action de l'ombre, etc., qui est celle dont on ressent encore le plus d'impact sur l'univers, parce que c'est celle qui semble la plus importante. On dit toujours que de toute façon, tout ce qui est le plus secret ou machin, c'est ce qui est le plus important dans un fonctionnement. Et du coup, pour moi, c'est celle qui semble avoir le plus d'impact, parce que justement, il y a cet aspect plus grosse menace, plus gros perso, vu que c'est les persos majeurs, plus gros, comment dire, plus gros cliffhanger, donc ça renforce encore cet aspect, même si ça paraît anodin. Donc du coup, ça joue encore plus pour moi sur l'appréciation globale, parce que, enfin, mais putain, ouais, mais parce qu'en fait, j'ai envie de dire ce qui se passe, mais il faut pas dire ce qui se passe. Ah non. En fait, il suffit de lire le numéro 1 pour se Ouais. poser la question, enfin, pour réaliser à quel point Oui. cette série peut avoir un impact sur toutes les autres séries, en fait. Et c'était ça en fait que je voulais dire. Je m'étais un tout petit peu perdu en chemin. C'est que si t'as aimé Oxbox et que tu lis le premier épisode de X-Force, tu fais Mais mais tu colles quoi. Tu fais bah merde, qu'est-ce qui se passe quoi. c'est pour ça que moi, je me retiens de le dire, mais le numéro 1 de X-Force suffit à se dire, mais putain, forcément, qu'il y a toutes les séries, comment ça va se passer, ou ceci, ou ça. Ah la vache, ouais, mais. Et S'il te plaît, ça. parce que sinon je vais finir par. Moi, sinon, je vais révéler le truc. Mais par contre, tu vois, c'est que pour moi, t'as vraiment les 2 atouts majeurs, c'est X-Force, X-Men, et c'est les 2 faces en fait d'une même pièce. Et du coup, X-Men, pour moi, c'est le X-Men et X-Force se complètent
à merveille. Et X-Men, c'est vraiment une série qui est extrêmement particulière, parce que pour le coup, on va parler maintenant de X-Men, qu'on a mis tout en haut, X-Men, Jonathan Hickman et Lenny Franciscio. Putain de Lenny Franciscio aussi. Et... Je te coupe très vite Vas-y. parce que ça me fait penser aussi que ce soit du coup, donc c'est Cassara et Lenny Franciscu, c'est pour moi les deux où les dessins aussi font le truc le moins numérique, le plus qui donne moins cet aspect, comme tu dis, tout rempli d'un coup, il y a vraiment le plus de contraste, la meilleure colo, etc. Et en termes de dessin, ça fait vraiment. Je profite parce que le fait que tu aies dit You, ça m'y a fait penser. Mais en termes Mais de je mets dessin, pour moi, Cassar un petit peu au-dessus. c'est les deux dessins les plus aboutis en fait pour moi sur les 6 séries. Mm. C'est aussi les deux meilleurs univers graphiques. Même si j'ai adoré Marauders et Road Rice sur New Mutants, etc. C'est les deux, pour moi, c'est les deux dessins qui sont vraiment en plus les plus agréables sur les séries. Ah oui, mais c'est... Enfin, et là, pour le coup, dans X-Men, quand tu vois arriver Apocalypse, Mhm. voilà quoi. Ah, bah, C'est Apocalypse. Avec une veine sur le biceps, mon pote. Mais laisse tomber, c'est des putains de tuyaux. Enfin, c'est... Le ah, mais mec, il fait halluciner. Et donc, il alors, claque X-Men, tellement vas-y. Apocalypse. Ouais. Ah bah, alors, X-Men. X-Men, il n'y a pas de. X-Men, on ne peut pas vraiment pitcher parce que il n'y a pas de fil rouge. Alors, Voilà. c'est le principal défaut qui a été avancé sur la série X-Men, c'est que si on Putain. prend que X-Men, si on prend que X-Men et qu'on lit que X-Men, on lit des numéros, on se dit ok, cool, je m'en bats les couilles. Moi, Qu'est-ce ça que tu n'a veux me aucun dire? intérêt tout seul. Qu'est-ce que tu veux suivre ou quoi? Il n'y a, je vais pas dire qu'il n'y a rien à suivre dans X-Men, mais il n'y a pas le fil rouge à proprement parler qu'il y a dans chaque série. Comme on disait, Fallen Angels, elle va tuer Apos, l'autre, elle va libérer des gens, X-Force, il y a une menace, donc on peut Hickman, en il est apprendre pas en plus, train de etc. développer un arc avec X-Men. Ouais. Avec X-Men, il place en fait, un épisode, c'est pour une série. Ça veut C'est une dire que fléchette. un épisode, c'est comme si c'était un one-shot par rapport à un, un point de son univers. Ouais. C'est-à-dire que le premier épisode, on va suivre Scott Summers. Le deuxième épisode, bon, on suit aussi Scott, mais sur un autre truc avec principalement ce qui va se passer avec l'île. Le troisième épisode, on va suivre quelque chose qui est plus en rapport avec le club des damnés. Le quatrième épisode, et là, on est sur le trio Xavier, Magneto, Apocalypse. Donc, chaque épisode, forcément, et je comprends pourquoi les gens disaient oui, mais les X-Men, du coup, c'est nul, la série, elle sert à rien, etc. Parce que, oui, il n'y a pas de fil rouge, mais la série X-Men se lie dans la globalité de ce que veut mettre en place Hickman. Parce Et que, elle ne prend de la valeur que dans ce cadre-là. et les épisodes ne se répondent que dans les autres séries, finalement. Et je comprends pourquoi on peut faire ce reproche pour les gens qui ne voudraient dire je veux que X-Men et rien d'autre. C'est une Mais connerie. c'est là où il y a le pouvoir d'Hickman, et on en reviendra plus quand on fera le bilan. Mais voilà. Si on revient vraiment que sur X-Men, chaque épisode, les 4 premiers épisodes sont assez spéciaux parce que justement c'est assez déroutant de ne pas avoir de fil rouge, surtout quand on est habitué quand on lit à chercher une intrigue, à chercher un but ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté déroutant dans les premiers épisodes, mais une fois qu'on lit X-Men et qu'on lit du coup les autres séries, on voit quel est le but de chaque épisode de X-Men, et du coup on cherche finalement la répercussion de chaque épisode de X-Men sur les autres séries. Et c'est là où l'œuvre prend son importance, parce que les épisodes d'X-Men font écho justement à ce qui se passe sur tout Krakoa, sur toute l'île Nation, sur tout le monde, et sur tous les mutants, etc. Et du coup, la série ne fait que prendre de l'ampleur, que prendre de l'importance par rapport à tout l'univers mis en place. Et c'est juste fou. Et on va pas revenir sur chaque épisode en particulier, mais l'épisode 4, on peut se dire, on l'a lu tous les deux. Enfin, moi, je l'ai lu avant-hier, tu l'as lu hier, donc en plus, c'est encore tout frais dans nos têtes. L'épisode 4, mais il est affolant. On suit Xavier, Apocalypse, Magneto. C'est juste. Ah, mais on va en parler un peu de l'épisode 4. Bon, de toute façon, on peut. Chaque épisode Ouais. Mais c'est est, le... est solo. Donc, ce qui est important, de toute façon, dans l'épisode 4, c'est vraiment tout ce qui est dans les bulles. Hmm. C'est pas ce qui se passe, c'est vraiment ce qui est dans les bulles pour l'épisode 4.
C'est tout. C'est tout. Oui, oui, non, L'épisode 4, c'est... ouais, non, Mais c'est... Moi, c'est... Le premier truc que je t'ai dit, c'est dans mon année de lecture, s'il y a un épisode que je mets au-dessus de tous les autres, X-Men 4. ah, il est extraordinaire. Par rapport à mes attentes et tout, hein. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette promesse dans l'univers d'Hickman de, l'aspect politique. Le fait qu'il y ait une nation mutante et comment ça va se passer avec le monde, parce que quand tu t'intéresses un tout petit peu à la politique, au monde en général, tu te doutes que si du jour au lendemain, t'avais ça qui se passait sur notre planète, ouah, le bordel. Parce que Oui. c'est quand même le jeu des forces en présence qui est complètement bousculé. Complètement. Et cet épisode, je crois que c'est à Davos, hein, c'est ça? Ouais, c'est En Suisse. un truc comme ça, il me semble. Ouais. Ouais. C'est un sommet qui existe réellement, et où donc la nation mutante et ses représentants sont invités à Davos pour discuter et tout. Bon, bah voilà, il va y avoir un représentant des États-Unis, des représentants de différents pays, mais niveau De Chine, business, Inde, la Chine, etc. Ouais, je bah, crois qu'il y a le t'as Royaume-Uni, Ouagadougou. et il y a aussi un représentant du Wakanda. Et donc la délégation, c'est grosso modo Charles Xavier, Magneto et Apocalypse. Il y a rien. Rien que ça. Non mais v'là la gueule de la délégation, quoi. Et ils arrivent tous, attention, ils jouent le jeu, hein. Costard cravate. Donc Apocalypse, costard cravate. Il fait du 112 en costard. C'est du quintuple XL. Et il va y avoir une discussion qui va s'engager autour de cette table, et cette discussion, elle est... Voilà. Et voilà. Voilà. Ça, c'est mon ton. Mais de toute façon, on te casse pas la tête, parce que au Bah, tu montage, mettras je des veux mettre images. des... Ah oui, je Ah bah mettrai des oui. trucs. Je vais agrémenter. Je vais agrémenter sur une grosse période, hein. Et donc, qu'est-ce que je disais? Et donc, Oui. c'est la discussion qu'il y a autour de cette table qui va être vraiment intéressante, parce que grosso modo, les représentants humains, ils essayent de comprendre, bon, alors, c'est-à-dire les mutants, quelles sont réellement vos intentions. Et là, il y a Magneto qui va prendre la parole et qui va expliquer ses intentions, quelles sont leurs intentions, pourquoi ils ont décidé de faire comme ça, comment ils allaient faire, et à quel point, à la fin, ils vont tous les baiser. Pour être très très clair, hein. Pour être très très clair, c'est à la fin, voilà. Mais en gros, ne nous le reprochez pas, puisque c'est exactement de cette manière que vous fonctionnez. Et Ouais. donc, au travers de cet épisode, Hickman, il fait une critique de nos sociétés occidentales, et elle est d'une justesse. À mon goût personnel, encore une fois, chacun est libre d'en penser ce qu'il en veut, et c'est important. Mais à mon goût personnel, il tombe pile, extrêmement juste. Et au-delà du discours politique que je trouve extrêmement juste, extrêmement pointu, il y a vraiment donc cette conversation qui est incroyable, avec de temps en temps des petites interventions de Apocalypse qui calment tout le monde, qui, Ouais, mais il te sort que deux phrases ou un truc comme ça. ouais, Et tu ouais. dis, ok. Ouais, Clairement. enfin, sans spoiler, en gros, oui, dans le passé, l'humanité a connu des effondrements, mais on se rappelle pas souvent. Il y a des fois, on connaît pas les causes, et grosso modo, Apocalypse, C'est moi la à cause. cette époque-là, la cause, c'est moi. Et vous devriez vous en rappeler. Le conseil qui sonne comme une menace, tu vois, et c'est Ouais. Apocalypse. Là, la gueule d'Apocalypse, tu vois, il le dit avec un calme, et c'est chaque case, chaque page, chaque bulle est totalement dingue et fascinant. Et Hickman, c'est un scénariste que finalement je ne connais que très peu, puisque j'ai absolument pas lu l'intégralité de son run sur les Avengers. J'en ai maintenant excessivement envie, parce que forcément ça donne très très envie d'en, d'en apprendre un petit peu plus, mais simplement avec cet épisode, avec la justesse des dialogues, de tout, ce mec est un très 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 grand scénariste. On peut ou pas aimer l'histoire,
on peut ou pas aimer Dawn of X, mais à un moment donné, t'es obligé de reconnaître les qualités du bonhomme. Enfin, Ah moi oui, je trouve. Sinon, que, c'est faire preuve de beaucoup de mauvaise foi. que t'attendes autre chose ou que tu ne sois pas ou que tu te retrouves pas vraiment dans ce qu'il y a et que tu trouves pas ça ouf, c'est des choses différentes de la qualité d'écriture de ce que le mec est en train de mettre en Mm. place, quoi. Et, moi, pour moi, à la fois l'épisode 4 et même l'épisode 3, où il y a aussi, pareil, d'autres questions qui sont un peu politiques, etc. Et il y a l'épisode 3, pour faire court, on va dire, il y a une sorte d'invasion un peu inattendue sur l'île, et il va y avoir de la discussion. Et du coup, c'est pareil, il y a des petits prémices de discussion un peu politique, surtout l'aspect un peu plus, du coup, business marchandise, quand le 4 est beaucoup plus politique. Mm. Euh, mais il arrive à mettre tous ces points-là dans quelques épisodes, dans quelques bulles, à synthétiser ce que certains scénaristes prendraient en X numéros. Lui, il arrive à le faire en quelques cases. Et c'est ça que je trouve qui est fort dans la qualité d'écriture de Hickman, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il a écrit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il propose pour les X-Men, il y a des qualités d'écriture qui sont quand même présentes et qu'il faut reconnaître. Et sa capacité à synthétiser des idées, des opinions, des choses comme ça, en quelques phrases, il est super bon là-dessus. Il sait très très bien le faire. Donc, Et 3 et 4, ça représente complètement sa ah ouais. qualité, quoi. Ah ouais. Mais par contre, enfin, voilà, je le dis, c'est une folie de se dire, bah, dans Dawn of X, moi, je vais lire que X-Men. Bah non, mais Ouais, oublie. Parce que non. c'est X-Men, en fait, qui permet de sublimer le tout. Et lui, il se sert d'X-Men, Hickman, donc, pour distiller, donc, comme tu le disais, faire des focus sur certains points, pour apporter des éléments de réponse de temps en temps, et de temps à autre, complexifier encore un tout petit peu plus son intrigue. Encore, quoi. Encore. Vas-y, hein, gros, donne-moi en plus. Hein. Oh là 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 là. Putain, mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Ouais, Alors, du coup, ouais, vas-y, vas-y. non, mais enfin, voilà, de toute façon. Euh, Ouais, pour en venir un petit peu à la conclusion, enfin, de ces 4 premiers Dawn of X, qu'est-ce que tu en as pensé, on va dire, d'une manière globale, vis-à-vis de tout, vis-à-vis de tes attentes, après Oxbox, vis-à-vis de la qualité, vis-à-vis de la vision d'ensemble, vis-à-vis du prix aussi, parce qu'on peut le dire déjà, moi, au moment où je parle, je n'ai pas encore craqué, je ne les ai pas encore achetés, mais je sais pas comment j'ai survécu, pour l'instant. Voilà, enfin voilà, je te laisse la parole. non, alors, si on prend l'après Oxbox, c'était vraiment ce côté donc discours de porte d'entrée, etc. Et ça a quand même fait un sacré écho dans les fans de comics pour son approche avec Moira et tout le truc. Et du coup, après Oxbox, moi j'avais cette envie de vraiment me lancer euh, dans cette envie d'univers partagé, mais pas d'univers partagé DC ou Marvel, parce que euh, j'aime beaucoup DC et Marvel, mais moi j'ai beaucoup de saturation ces dernières années de lire des séries dont il faut à tout prix que ça se termine pour tel event, il faut que ça arrive comment dire, à telle conclusion pour tel event, etc. Hmm. Et du coup, j'avais le sentiment que sur certaines séries, comment dire, les arcs sont un peu bridés, les scénaristes sont un peu bridés parce il faut que tu arrives à un statu quo. En plus, sans parler des. Moi, j'ai pas lu les récents events, mais nombre d'events où tout le monde parle que finalement ça n'a rien changé ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui me frustrait dans beaucoup de séries Marvel. Et c'est aussi pour ça que la plupart des titres que maintenant, enfin que j'aime bien chez Marvel, finalement, un peu à la Daredevil ou quoi que ce soit, c'est les personnages qui sont jamais impactés par la continuité Marvel parce qu'ils sont un peu mis sur le côté. Donc du coup, ils sont pas perturbés par ce que veut faire Marvel en général, et donc du coup, ils ont leur arc qui se déroule. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien ces persos-là, contrairement aux persos plus mainstream. Et du coup, j'avais envie de retrouver ça dans les X-Men, d'avoir vraiment cette notion d'univers partagé, mais j'avais pas envie d'avoir un truc chapeauté pour Marvel, pour tel event, pour que les persos ils arrivent à tel endroit, à tel moment précisément, ou quoi que ce soit.
Et le fait que ce soit Hickman qui chapeaute le tout et que Hickman a déjà cette envie de faire des choses qui sont peu propres à lui, très documentées, très renseignées, et de mettre des gros univers en place. C'est pour ça que j'étais confiant sur le fait que X-Men, enfin l'univers X-Men n'allait pas être l'univers le plus touché par rapport aux events. Alors, forcément, il va être touché, et en plus, il aura son event à lui avec X of Swords, etc. Mais ça n'allait pas être l'univers le plus chamboulé par toute la continuité Marvel. Et donc, c'était aussi pour ça que ça m'a renforcé sur l'idée d'aller dedans, outre la qualité d'Xbox, ce qui fait que qui me donnait déjà envie. Et du coup, quand j'ai pris les Down of X, du coup, chez Panini, je me suis dit, pour moi, c'était le meilleur moyen de reprendre ce qui se fait et ce que vraiment Hickman veut mettre en place. Parce que Panini donc, reprend la maquette de Dawn of X telle qu'elle est aux États-Unis, donc ça reprend vraiment la parution souhaitée par Hickman, et donc les séries qui sont vraiment mises en place par Hickman. Parce qu'il y a des mini-séries comme le Fantastic Four X-Men qui sont un peu des choses un peu à part, qu'il fait aussi, mais qui ne sont pas vraiment dans l'univers comme il veut le faire. Et je me suis dit, moi, c'est le meilleur moyen de vraiment voir la globalité de ce qu'il met, quitte à savoir qu'il y avait des séries qui n'allaient pas me plaire. Fallen Angel se faisait défoncer de tous les côtés, ça a été stoppé au bout de 6. Je me doutais qu'il allait quand même avoir une raison de pourquoi ça marchait pas et que les gens n'aimaient pas. Mais je m'en foutais parce que je voulais vraiment avoir la globalité. Et quand je vois ce qui a été fait sur les X-Men, quand je vois ce qui a été fait sur X-Force, sur Marauders, etc., ben, je ne regrette pas, parce que même les séries que j'apprécie moins, comme je disais, Excalibur, je pense qu'il va y avoir quand même quelque chose d'important, vu qu'elle prend vraiment du galon après. X-Force, je suis curieux de savoir comment ça va jouer, parce que X-Force, il suffit de lire le numéro 1 pour comprendre que c'est un impact sur toutes les séries. La série X-Men qui distille les trucs. Et du coup, pour moi, c'est impossible de suivre l'univers X-Men si on ne suit pas toutes les séries, en fait. Enfin, au moins, peut-être 2 à 3 qui sont vraiment importantes. Parce que c'est pas, comme on disait pour X-Men, c'est pas un fil rouge. C'est un univers, et Hickman, il fait un univers. Il fait pas plusieurs séries. Il fait une toile d'araignée où toutes les séries sont liées. Il y a des interconnexions entre toutes, plus ou moins prononcées, plus ou moins importantes, plus ou moins politiques, plus ou moins sociétales, plus ou moins business, commercial, etc. Mais il met des liens qu'on veut suivre ou qu'on veut pas suivre, mais il met des liens. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il sait créer une grande toile, un grand réseau. Et c'est ça qui est fort, parce que il y a peu de scénaristes qui en sont capables. Alors, comme on le redisait pour les X-Men et les autres séries, oui, il y a des séries qui sont pas ouf. Oui, il y a des séries qui vont pas plaire à tout le monde. Nous, on n'a pas trop aimé Excalibur. Peut-être que les gens plus enclins à la magie vont adorer la série Excalibur. D'autres vont détester les New Mutants. D'autres vont trouver inutile Marauders, etc. Mais il faut reconnaître, et ce qu'on disait aussi tout à l'heure, et que tu disais si bien, il faut reconnaître les qualités d'écriture du bonhomme, il faut reconnaître sa qualité de mise en place dans chacun des épisodes. Et moi, je m'y retrouve là-dedans, et je suis vraiment content de suivre, de suivre ce truc-là, de suivre au fur et à mesure tout ce qui se passe dans les différentes séries, et de me dire, de voir l'ampleur que ça prend et les possibilités. Et nous, on en discute de temps en temps entre nous, mais de se faire aussi un peu ces scénarios en mode putain, après tel numéro, mais t'as vu qu'est-ce qu'il peut faire, t'as vu qui peut annoncer, t'as vu qu'est-ce qu'il a sous la main, qu'est-ce que machin. Enfin, de faire un peu en plus cette scénario, de se dire à se faire à imaginer la suite, même sur des trucs qui sont pas forcément les séries les épisodes les plus remarquables. Mais ça amène cette envie de découvrir plus et de se poser des questions. Et je trouve que ça, c'est pas forcément si évident que ça à mettre en place, et je trouve qu'il le fait bien. Et pour rebondir sur ce que tu dis, ça ajoute aussi beaucoup au plaisir de lecture que de pouvoir le partager avec toi. Parce que, bah, voilà quoi. Bon, au-delà du fait que, bah, coup de bol, là, on est quand même excessivement du même avis. Parce que c'est vraiment pas toujours le cas. Mais c'est cool, tu vois. Enfin, c'est génial de pouvoir en parler, de s'envoyer un message et de se dire, oh putain, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que je vous ai emmerdé pendant, pendant 2-3 semaines. Ah bah oui. Mais c'est clairement, moi je savais que j'allais les lire parce que Oxbox m'a complètement bluffé, m'a complètement retourné parce que je l'ai trouvé génial. J'ai fini les 4 Dawn of X, j'ai relu Oxbox 4.
hier soir ou avant-hier, je sais plus. Parce que voilà, il y a des trucs même que j'avais déjà oubliés alors que je l'ai lu 2 fois. Non, une fois au Xbox 4, c'était les autres que j'avais lu 2 fois. Et il y avait des trucs que j'avais oubliés et je pense qu'il faut y revenir aussi de temps en temps. Enfin, en plus, c'est vraiment une série très clairement. Ce serait fou de se contenter d'une seule lecture. Parce qu'il y a Ouais. forcément des trucs que tu oublies, que tu ne vois pas, ou tu vois pas forcément de lien d'une fois à l'autre. Et je pense que c'est suffisamment riche pour que ça mérite de la part du lecteur une plus grande implication et une relecture de temps en temps. Euh, et c'est vrai qu'à la fin d'Oxbox, quand tu vois ce point de départ, parce que ce n'est jamais qu'un point de départ, Oxbox, et l'ouverture qu'avait fait X-Man et le champ des possibles, j'avais très très envie d'aller voir ce que pouvait donner Dawn of X. Ce qui m'a beaucoup refroidi, euh, parce que c'est malheureux, mais c'est le nerf de la guerre. C'est vrai que se dire de dépenser 32 € par mois pendant 8 mois juste pour avoir les 16 numéros de Dawn of X, c'est quand même une somme qui est quand même importante. Je crois que simplement en soft, on est à 256 €. C'est un truc de dingue. Donc c'est pour ça que pour le moment, je me les suis fait prêter. Enfin, voilà, on me les a prêtés. On va le dire comme ça. On me les a prêtés. Hein. Mais mais je suis un collectionneur. Et j'aime vraiment ce que je suis en train de lire. Je reviens sur ce que tu disais parce que c'est très juste et je ressens exactement la même chose. C'est-à-dire que même des séries qui sont un petit peu en dessous, je prends quand même du plaisir à les lire parce qu'elles sont dans un cadre global. Si elles étaient hors de ce cadre global, je m'attarderais même pas dessus, je ne les regarderais pas. Mais dans ce cadre global, j'ai envie de les lire et que ça enrichisse cet univers qu'a voulu créer Hickman. Parce qu'un univers, il n'est pas forcément fait que de choses qui sont exceptionnelles et excellentes. Il faut aussi accepter que de temps en temps, tu aies des séries qui soient soit un peu en dessous, soit tout simplement pas à ton goût. Parce que ça, voilà, ça peut arriver. Mais que ce soit Excalibur ou Fallen Angels, eh ben, ma foi, c'est sûr que si tu avais sur 6 séries 4 qui étaient comme ça, je dirais bon bah laissons tomber, c'est trop compliqué. Mais on n'en est pas du tout là. Et vraiment, je trouve que ça, même si c'est pas ce que j'attendais, même si j'y trouve énormément de défauts, même si c'est tout simplement pas bon, ça enrichit quand même globalement mon plaisir de lecture et de découverte. Et et voilà, après, effectivement, alors, je t'en ai parlé, enfin voilà, je suis en capacité de changer d'avis en 5 minutes, moi, sur ça. Je l'ai dit dans une vidéo, mais moi, sur ça, je n'ai pas de race. Dans la même phrase, je peux te dire, je ne vais pas acheter les Dono fixes, mais demain, je les prends chez mon libraire. Je les achète. Je suis capable de ce genre de truc. Et là, je pense que je vais quand même regarder pour me prendre parce que j'ai commencé à regarder pour me prendre le 1 et le 2 et le En 3 et le occasion. 4 en occasion pour essayer de les payer un peu moins cher. Et tant pis s'ils sont peut-être un petit peu abîmés et tout. Mais j'ai vraiment envie de voir s'aligner à côté des Xbox tous ces Donofix. Et en même temps, de la même manière que tu peux que je peux avoir cet engagement auprès de la série Kingdom, où c'est pareil, c'est un abonnement tous les mois, et ben j'ai envie de me consacrer à cette série-là et effectivement d'y consacrer un budget qui est vraiment très très important parce que pour l'instant de ce que j'en ai lu j'en retire énormément de plaisir et j'ai envie de voir jusqu'où ça peut aller en sachant une chose et ça j'y tiens tout particulièrement, c'est-à-dire que là ce que je peux dire en fait sur Donofix 1 à 4, ce n'est pas un avis définitif. C'est-à-dire que pour moi, il faudra vraiment juger de la qualité globale du travail d'Hickman à la fin et pas avant. Et entre-temps, eh ben, je vais faire confiance au bonhomme et confier mes deniers à Panini. Voilà. Ouais, et puis il y a quand même ce côté. Moi, je peux comprendre que les gens se disent, bah non, c'est pas bon ou machin, parce qu'ils lisent qu'une série et que il y a vraiment un aspect où il faut lire au moins plusieurs séries pour vraiment avoir toutes les subtilités. Donc je peux comprendre que certains qui n'aient pas envie de tout lire, ça les emmerde, et c'est un point que je peux comprendre. Moi, je prends, comme je disais,
je prends plaisir même sur les séries que j'aime moins. Et, et moi, je sais que là, je me suis dit, je vais lire le début. Je suis vachement emballé, j'ai vachement envie de lire la suite. C'est vraiment un truc dont j'ai envie de m'investir, mais en même temps, bah oui, comme je sais qu'il y aura peut-être aussi des numéros qui vont me décevoir, mais si je dois lire, je sais pas, deux chapitres nuls pour avoir après un chapitre comme X-Men 4, ben, Ouais, c'est pas grave. ben ouais, mais je m'en bats les couilles de lire deux chapitres nuls en fait. Parce que pour moi, il y a certains chapitres qui me restent complètement en tête et qui sont pareil, dans mes tops de chapitres isolés de l'année. Certains sont très moyens, certains sont bateaux. Et forcément, là, aujourd'hui, on a lu 4 fois 6, on a lu 24 épisodes. Forcément, on Mm. peut pas lire 24 épisodes qui sont vraiment excellents et qui dépotent. Mais ne serait-ce que pour moi, parce que pour moi, le 4 ou X Factor 1 ou même X Factor 4, d'avoir ces épisodes-là, même s'il n'y en a que 4-5 dans les 26 de ce niveau-là, moi, ça peut quasiment me suffire à me faire à lire un peu au moins cet ensemble sous cette forme-là, parce que il y a vraiment une qualité qui est remarquable et qui dénote complètement quoi, de beaucoup de Mm. productions, notamment chez Marvel ou chez DC, où la notion d'univers partagé, de continuité, c'est un peu le bazar, c'est un peu le foutoir, etc. Bah là, il y a ce côté où bah, ça fait pas le cas. Et avoir ces épisodes-là, moi, je trouve ça juste. Certains sont juste remarquables, quoi. Et honnêtement, ok, il y a Fallen Angels où je sais que j'aime pas, que je trouve que c'est vraiment pas bon, et je me dis ça va être terminé. Donc en plus, une série en moins. Mais voilà, quoi. Mais sinon, il y a certains épisodes qui sont tellement bons que moi, ça suffit à me faire lire des épisodes nuls. Hein. X-Men 4, Ouais, et putain, puis, mais X-Men 4, quoi. et puis C'est. même, moi, enfin, c'est le, il y a l'épisode, tu vois, qui va te faire kiffer, et j'aime beaucoup, et je pense que c'est comme ça qu'il faut vraiment l'aborder, et prendre un peu de recul, essayer de regarder l'ensemble. Ah, oui, Et après, soit t'es partant pour ce délire-là, soit tu l'es pas. Et je comprends, hein, attention, hein, et je suis vraiment pas le dernier à, à gueuler sur le prix des trucs comme ça. Mais après, sans rentrer dans ces histoires de prix, parce que c'est tout à fait propre à chacun. Là, ouais, je vais y aller quand même parce que je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Vraiment. puis X-Men 4, quoi. Puis X-Men 4, putain, enfin, Et, je ne peux pas me dire que j'ai pas ça dans ma bibliothèque, c'est pas ah, possible. tu dis, tu t'es lu X Factor 1, déjà. Et après, t'as lu X-Men 4. Ah non, mais tous les épisodes de X-Men, moi, l'épisode sur avec Krakoa, tu te Ah, bah dis, lui, mais où on va, quoi? Mais où on va? non, Mais mais c'est. c'est. Non, il y a des trucs. Puis après, il y a des idées où on commence à voir certaines mises en place. Hein. Je pense que, tu vois, cet épisode de Krakoa, on commence à se dire qu'est-ce qui va se passer. Et en même temps, je suis curieux, j'ai envie de savoir. Au pire, c'est nul, mais j'ai envie de savoir. Non, ça peut pas être nul. Moi, je pense pas. Mais même si c'est nul, j'ai quand même... Non, mais même si c'est nul, j'ai envie de savoir. Enfin, j'ai envie quand même de comprendre ce qu'il veut faire et ce qu'il veut mettre en place. Il y a des trucs où je me dis pourquoi il a pensé à ça et pourquoi il va y faire. Elle est chelou, cette île. Ouais. Mais Elle est chelou. si on peut rajouter un petit truc aussi, parce que moi, je sais que j'avais aussi lu pas mal d'avis, euh, pas mal d'avis sur les trucs américains ou quoi que ce soit. Parce que beaucoup d'avis américains étaient un peu pareil que ce qu'on a en France. Et ouais, la série X-Men, bah, du coup, c'est de la merde, etc. Parce qu'il n'y a pas de fil rouge. C'est un peu beaucoup de critiques qu'on retrouve un peu en France aussi, etc. Donc il y a un peu la même perception. Mais il y a beaucoup de retours aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ils sont à peu près, comment dire, vers les 12 numéros à peu près par série, entre 12 et 15 numéros par série, enfin pour les premières séries, parce que Wolverine Hum. a démarré plus tard, et a démarré plus tard, etc. Et il y a pas mal de mecs qui disaient qu'il y a quand même des réponses ou des éléments en fait qui font écho que maintenant. Quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont installées vraiment sur le long terme et qui commencent à aussi comprendre certaines subtilités qui étaient là dès le départ. On disait tout à l'heure quand des fois il y avait des pages de texte et qu'on se disait ça sert à rien, alors qu'en fait ça servait un chapitre plus tard. Et du coup, il y a des échos. Et je peux comprendre que des gens n'aient pas envie de lire un chapitre 1 pour avoir la réponse au chapitre 12. Il y a des gens qui détestent ça, et je peux concevoir. Mais c'est-à-dire que
ça veut dire que c'est encore plus fou ce que fait. Si nous, on va le ressentir de la même manière, c'est encore plus fou ce que fait Hickman, parce que c'est-à-dire qu'il a vraiment un truc qui est pensé longtemps en avance, parce que ça fait déjà 1 an et demi que ça a commencé aux États-Unis, la fin d'Xbox, et du coup, ça me donne encore plus envie de m'investir, parce que je me dis, ce que je commence à dire là, c'est vraiment un truc que le mec, il avait déjà, enfin, il avait déjà 1 an, Hmm. enfin, 1 an dans sa besace avant de commencer, et du coup, ça me donne encore plus aussi envie de m'investir. Et tu vois, pour répondre à une critique que j'entends souvent, qui est légitime, mais en fait, je pense que ça tout dépend des attentes de chacun. Généralement, quand on lit des comics, on a des attentes à court terme. Hein. Tu vois, on a envie de prendre un épisode qui nous met une bonne tartasse, qui sera lui-même intégré dans un arc de 4, 5, 6 Hein. épisodes, qui va nous mettre une bonne tartasse. Et là, pourquoi je pense que c'est aussi difficile pour certains lecteurs de comics, c'est parce que Hickman, il n'envisage pas son histoire, son univers sur un temps court. Il l'envisage sur du long terme. Le mec, tu ne peux pas demander à un mec qui a cette idée, cette ambition pour les mutants, pour cet univers, pour Krakoa, de te raconter des trucs totalement... Enfin, il va pas griller ses cartouches en 3 épisodes. Non, il est là sur la durée. Et c'est ça aussi qui me plaît. C'est d'avoir un auteur qui non seulement s'inscrit sur la durée, mais prend un pan gigantesque de l'univers Marvel entre ses mains et qui n'est pas là. T'as l'impression qu'en fait il est, entre guillemets, euh, en tout cas pour l'instant de ce que j'en lis, un petit peu à part, tu vois, chez Marvel. Alors que là, pour l'instant, Ouais. on lui fout la paix à Hickman, laissez-le tranquille, il installe son truc. On sait qu'il y a Empire là qui arrive, où a priori, de ce que j'en ai compris, les X-Men vont être partie prenant à l'intérieur. Je suis intéressé, je suis intrigué parce que j'ai envie de voir comment ça va se passer, quelle sera la collusion, quelles seront les incidences dans l'univers X. Tu vois, c'est très très intéressant. C'est C'est une période très très riche. ouais, c'est voir, Empire, je crois que ça arrive vers les 7 8 9 7, 8, 9 de X-Men, je crois, parce que Empire, c'était en mars-avril, je crois, dans cette zone-là de mémoire. Je crois que c'est annoncé là début d'année, hein, début 2021 du côté de chez Panini. Hein. Ouais, ils l'ont déjà annoncé, putain, j'ai plus la forme, mais je crois que enfin, ça va être en soft, je sais plus, un truc un peu pareil. Mais ouais, Un truc très cher. ça va être. Je suis curieux aussi de ça. Là, on sait que Docs, ça va être 16 épisodes. Enfin, ça va être 16 soft. Et parce que du coup, comme on disait, ça fait 1 an et demi que ça a commencé aux États-Unis. Donc, il y a un Docs quasiment. En fait, il y avait un Docs quasiment tous les mois de prévu en fait à partir de 2020. Hmm. Et bon, il y a eu un peu de décalage aussi avec le Covid, mais c'est-à-dire que eux, ils se retrouvent, le numéro 16, il est prévu pour le début d'année, janvier-février. Donc, c'est vrai qu'il y a une forme où Panini devait rattraper un peu ce retard-là, parce que nous, on venait de finir Oxbox, et si on commence Docs, et c'est vrai qu'avec le recul, si on doit en faire un par mois, on finit Docs avec les 16 en début 2022, parce qu'il aurait fallu 1 an et demi. Donc C'était c'est pas vrai que ça aurait, jouable. c'est vrai que ça aurait été galère. Bah oui, le 16 euros, je suis d'accord, même moi qui du coup l'achète et qui prend plaisir à lire, je suis d'accord que ça fait un peu mal. Mais je pense que sortir les deux Je softs. dois passer pour une de ces putains de pinces. Ah, un peu, ouais, quand Ah, ouais, il fait un peu. Mais après, je pense que par contre, sortir deux softs par mois, je pense qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Parce que le retard aurait été considérable même. Non, c'est clair. par rapport aux US, et ça aurait été impossible. Parce que, comme on dit, il y a Empire qui joue notamment sur les Hmm. X-Men. Il y a X of Swords qui est une sorte d'event interne aux X-Men. Et même si après il y a d'autres events, c'est-à-dire qu'en plus, si t'es pas avancé dans la série, tu te décales un peu les events. Ils ont calé Empire par rapport aux sorties de Dawn of X. Donc c'est-à-dire qu'en plus, si tu fais ça, tu décales aussi le truc. Donc je pense que le 32 fait un peu mal, mais par contre, pour moi, il n'y a pas d'autre solution que sortir deux softs par mois.
Et ça, bon, après, 32, c'est la version soft. Ouais. Voilà. Sinon, il peut y avoir la version ultra collector, 999 exemplaires à chaque tome, à 20 €. D'ailleurs, putain, tout à l'heure, je regardais sur le Bon Coin, les mecs qui vendent ça à 80 balles, 90 balles les 2 tomes, ultra rares. Pauvre type. Ouais, mais il y a des trucs de. Même sur les groupes Facebook, il y a des trucs de folie, mais c'est vrai qu'ils partent vite en rupture. Par contre, Ouais, les softs, eux, par contre, sont toujours présents. Parce que ouais, moi, pour l'instant, ouais. même mon libraire, il en avait recommandé il y a pas longtemps, donc c'est Non, que c'est pas trop tard. ouais, C'est pas trop tard pour commencer. Et à mon avis, par contre, faut pas attendre plus parce que si tu dois lâcher 6 fois 16 balles en passant à ça va commencer quand même vraiment à salement casser les couilles. Mais voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. X-Men Dis 4. donc, on est un X-Men 4. X-Men 4. Et Alaphilippe est champion du monde. Et alors, grosso modo, là, on est à peu près à 1h40. Je pense qu'avec le montage, on sera à 1h38. Clairement, je ne vais pas retirer grand-chose. C'est probable. Moi, je m'étais dit, à mon avis, 50 minutes, 1 heure, on aura bouclé le truc. Non, clairement, voilà. Alors, par contre, je vais pas forcément faire un montage excessif. Je vais mettre des images. Enfin, de toute façon, vous venez de les voir, en gros. mais je vais pas faire des coupes de malade et laisser ça un petit peu dans son jus. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que on n'a pas la moindre idée de savoir comment on va faire pour la suite, mais qu'il y a cette envie de se retrouver quand même dans 4 numéros. De 5, 6, 7, 8, ça fait 2 mois. Voilà. Et que, alors, la forme, le comment, j'en ai pas la moindre idée. Là, ça s'est décidé ce matin pour ce soir, donc et dans un format qu'on n'avait jamais fait. Donc voilà, on va déjà voir la gueule que ça, et puis surtout s'il y a un bon retour de votre part. Donc j'ai envie de dire, si vous avez aimé ce pseudo podcast vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à mettre un petit pouce, parce que ça fait toujours plaisir, et 2, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne Les Rubriques de G, parce que ça fait plaisir aussi, à moi. Voilà. Allez voir le travail qu'on fait sur la chaîne de la rubrique Geek, qui est très très bien, dis donc. Hein. Et je dis pas ça parce que je suis dedans, hein, mais qu'est-ce que c'est bien la rubrique Geek. Le lien sera en description. Et pour cette émission, je pense qu'on se dit dans 2 mois, une fois qu'on aura lu les 4 autres docs qui nous amènent au 8, je pense qu'on va se refaire un truc comme ça. Oui, là, je suis pressé. Là, on est fin novembre. X25 maintenant. On est fin novembre et les prochains Donofix ne sortent pas le 2 décembre, ils sortent le 9. Je suis dégoûté. Je laisse pouvoir les avoir le 2 et en fait, il faut attendre le 9. Du coup, j'ai le seum. C'est pas grave. Et du coup, voilà, par contre, j'ai dit, voilà, moi là, j'ai rattrapé mon retard et on s'attend l'un l'autre pour lire. Attention, hein, pas de coup de pute de oui, cette nuit, j'avais rien à faire. Non. Sinon, on s'attend et on débrief. Voilà. Et on reviendra rapidement vers vous. Lisez X Factor 1. Moi, je propose, on met la dernière page. La dernière page Non, mais par contre, la fois suivante, on s'autorisera à spoiler. Ah, ben, on va pas en reparler, mais on va spoiler 1, 2, 3, 4, voilà. Ah bah oui. Parce que sinon, du coup, c'est-à-dire que les gens, ils auront, s'ils continuent, c'est-à-dire qu'ils auront commencé, ou c'est-à-dire qu'ils n'auront pas commencé et ça nous intéresse juste de savoir un peu ce qui se passe, donc là, on pourra spoiler. Voilà. Il n'y a pas photo. Voilà. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette courte vidéo d'environ 1h40 et voilà, et c'était vraiment un plaisir en tout cas de faire ça comme d'habitude d'une manière simple, improvisée, d'avoir Dramout avec qui je partage ça, et voilà, et on vous dit à très bientôt dans la rubrique de G. Pas toi, non, mais enfin la prochaine fois quoi. Putain,
J'ai oublié de parler de la partie graphique Ah oui, d'Excalibur. oui. Ouais, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave parce qu'on pourra en parler là. Putain, qu'est-ce qu'on ah merde là, tu vois, j'ai un petit boulot de montage là vu que j'ai ouvert ma gueule comme un connard. Ah, on se fait les dessins de. Bon, on peut se faire les dessins d'Excalibur, hein. Parce que les dessins d'Excalibur, on s'en bat un peu les couilles. Bah ouais, mais c'était ça que je voulais dire, tu vois, mais expliquer pourquoi. Non, mais vas-y. Non, mais tu sais quoi, je crois que je vais le mettre dans le bêtisier à la fin, ça, tu vois. Vu que j'ai oublié de parler des dessins d'Excalibur, je vais faire un bêtisier à la fin. Ça me fait plaisir. Et non, mais en fait, bah ouais, je tenais vraiment à le dire, ouais, les dessins d'Excalibur, vraiment, putain, ils sont. Moi, j'aime pas du tout parce que c'est vraiment ultra numérique. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc. Non, mais c'est. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans les dessins Excalibur, il y a un problème de proportion. C'est-à-dire que. Et moi, surtout par exemple Apocalypse, c'est-à-dire que Apocalypse, on en reviendra encore tout à l'heure, quand par exemple on parlera des X-Men. Mais quand on voit Apocalypse dans X-Men, rien que sur la couverture, on voit qu'Apocalypse, il est imposant. Il est pas là pour rigoler. Et moi, je me souviens de la scène de House of X, avec Apocalypse qui vient de passer le portail, et Xavier qui lui serre la main, et t'as Apocalypse là, et t'as Xavier genre qui est là. T'as vraiment ce côté où en plus, tu vois qu'il en impose, quoi. Et dans Excalibur, t'as l'impression qu'il fait la même taille que les autres. T'as l'impression que le mec, il est passé de 2m10, 230 kg, à 1m80 libre à lever, 80 kg, qui revient de chez Basic Fit, et qui a fait son shaker de whey et qui est en prise de masse, tu vois. Et c'est ça. Et du coup, ça casse encore plus justement ce côté imposant d'Apocalypse que j'attends et qu'il n'y a pas dans Excalibur. Ouais. Mais c'est mon ressenti. Finalement, c'était utile, tu vois, d'en parler, ne serait-ce que pour le Basic Fit. Bah, effectivement.